SP500. Oui, c'est ça. Et de toute façon, on arrive sur des niveaux qui sont un peu topiches sur tous les marchés américains. Et moi, ça, pour moi, c'était l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus des marchés européens. Et finalement, en débordant un petit peu sur le Dow Jones 14 000 points, on repousse un petit peu l'échéance de la correction. Alors combien de temps? Je pense pas très très longtemps. Donc je pense qu'au mois de septembre, déjà, il est fort possible qu'on ait déjà eu un petit coup de frisou du côté des Américains. Voilà. Sur le marché américain, on a un indice SP500 qui peut être comparé au CAC 40, puisque les dividendes ne sont pas intégrés. Pas du tout, ce qui n'est pas du tout le cas du DAX. Hein. Le DAX, les dividendes sont intégrés dans la perf. Enfin, le DAX n'est pas du tout à son plus haut. Il est au plus haut parce qu'il tient compte de la richesse des portefeuilles. C'est-à-dire que le dividende est intégré dans la performance. Si vous regardez le CAC et le DAX, on va mélanger les pommes et les poires. Si vous avez un indice CAC qui est calculé de la même façon que le DAX, vous verrez les performances sont à peu près similaires. Ça, c'est quand même un point important. Sur le marché américain, contexte technique aussi. Voilà, il y a deux possibilités. Soit vous voulez attraper la queue du Mickey plus haut, et vous voulez vendre plus haut, soit vous attendez un signal. Pas d'autre choix. Contexte fondamental, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, la planche à billets fonctionne. On ne sait pas comment faire. C'est totalement différent de chez nous. Rien à voir. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Alors il faut bien le mettre quelque part. Donc les marchés montent. L'argent, les liquidités qui circulent dans la finance, dans le monde de l'économie, dans le monde des marchés financiers, est sans commune mesure avec celui qui circule dans l'économie réelle. D'où les problèmes de bulle potentiels. Donc dire que les marchés sont topiches, oui, enfin, non, s'il n'y avait pas cet argent, il ne serait pas topiche. Le problème, c'est est-ce que cet argent va disparaître? Probablement non. La politique qui a été annoncée pour la suite des événements, eh bien, c'est quoi? On va continuer à imprimer du billet, mais un peu moins, probablement. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, autant sur le CAC, moi, là, je tire un trait pour l'instant, autant sur le Standard & Poor's, ben, paradoxalement, non. Parce que, techniquement, on a une convergence entre le fondamental à l'économie, mais je vous ai dit, ça ne représente pas du tout l'économie. Mais la convergence, si vous voulez, du fait qu'on a de l'argent, et la convergence que techniquement les marchés sont haussiers. Alors qu'en Europe, c'est une divergence entre une économie catastrophique et des marchés qui sont tout assez bien portants, on va dire, entre guillemets quand même, et au plus haut de la période depuis quelques temps. Donc la situation est vraiment totalement différente. Alors, je pense que ce qui serait prudent, c'est d'attendre un signal de vente. Parce que sinon, vous ne profiterez pas de la hausse qui peut se poursuivre à la différence pour moi du CAC. Je pense qu'on pourrait même continuer à jouer une surperformance des marchés américains contre le CAC 40. L'alerte, on va dire chartiste, pas technique, mais plus chartiste, technique étant un calcul, chartiste, la tentative de décrypter le message codé du graphique, on pourrait penser peut-être que les premières indications de faiblesse sur le marché américain apparaîtraient si on repassait sous 1480, autour de 1480. Donc il y a de la marge, le marché peut digérer, le marché peut consolider, et une extension peut nous amener assez facilement vers 1610, par exemple, et pour la suite des événements. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il faut se concentrer sur l'attente d'un signal d'abord d'arrêt et de retournement ensuite. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, moi je suis pas, et c'est là où c'est pas évident, parce que bon, il faut se mouiller, d'accord? On va essayer de se mouiller, mais se mouiller, il faut savoir se mouiller au bon moment, d'accord? Il faut savoir se mouiller également quand il y a réellement un truc à faire. C'est pas se mouiller pour se mouiller, premièrement. Deuxièmement, il se trouve qu'on est vraiment sur un point charnière. On a, et Stéphane avait raison de le préciser, on est dans une tendance haussière. Elle est claire. Sur le Dow Jones, sur le S&P. Est-ce qu'il faut vendre ce marché? Le marché est dans une tendance haussière. Non. C'est-à-dire, la règle de base en trading, c'est on ne joue jamais contre la tendance. Donc, qu'est-ce qu'on achète? Là, vous avez un marché qui est perché. Il a fortement progressé. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce que l'on appelle en psychologie le pied dans le bateau. C'est-à-dire, quand un marché monte fortement, beaucoup de gens se positionnent à l'achat.
D'accord? Le risque, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens arrivent trop tard. Donc on n'achète jamais ce type de marché. Donc techniquement, et Stéphane en avait parlé, effectivement, il faut repérer un point bas. Un point bas, c'est quoi? C'est justement attendre une correction et continuer à avoir ce biais haussier. Pour l'instant, il est haussier le marché. Mais comment se forme un retournement? Est-ce qu'il se forme en un seul temps? Généralement, non. Ça prend du temps. Ça peut prendre 1, 2, 3 semaines. D'accord? Donc on aura le temps de voir venir un retournement. C'est on casse, on a une baisse, un léger rebond. On casse le précédent point bas. Les indicateurs se retournent, on a des signaux baissiers, on a des divergences baissières, et là, effectivement, ça devient intéressant de jouer le marché dans le sens de la tendance qui, là, à présent, devient baissière. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas évident de se mouiller aujourd'hui. Il vaudrait mieux le faire et voir un peu ce qui va se passer dans 2 ou 3 semaines. 21. Donc, voilà. Donc, là, regardez, 21 périodes, là, si possible. En weekly, c'est ça? Donc ça me permettrait effectivement de donner mon avis. Voilà. Donc quand vous regardez, là je vais utiliser le pointeur. Je pense que ce serait intéressant. Regardez. Ouais. Donc on voit bien, et pour ceux qui ont assisté à la conférence de tout à l'heure, le Dow Jones il est dans une tendance haussière. Point. D'accord? On a fait des points bas. On est dans une tendance haussière. On n'a aucun signal vendeur. Donc vous voyez ici par exemple le RSI, 50%, la zone de neutralité, on vient se poser sur. On progresse, on décline, on vient se poser sur cette zone. Là le RSI, là. Est-ce que ça va continuer à monter? On est bien d'accord qu'on est suracheté. Donc au moins attendre une consolidation. Mais la consolidation, est-ce qu'elle vaut le coup d'être jouée en scalping à court terme? Ok, d'accord, on peut jouer le marché dans un sens vendeur, mais on est dans du court terme, on n'est pas dans une tendance de fond. D'accord, on va jouer un mouvement court. Puis, et donc vous voyez le marché est perché, on est sur des plus hauts historiques. Très difficile pour un marché de casser et de progresser de la sorte. Donc on a fortement progressé. Donc le minimum à attendre pour se positionner sur le Dow Jones à l'achat, c'est d'avoir un retour sur la zone des 1470. D'accord, ça c'est le minimum souhaitable. D'avoir un RSI qui vient consolider, donc autour de la zone des 50. Il faudrait effectivement avoir une belle consolidation. Donc on peut avoir un effritement du Dow Jones ou une vraie baisse franche. Et ensuite, envisager éventuellement, si on a des points d'entrée intéressants, un achat. Pour l'instant, on n'y est pas. Le vendre, ben, c'est anticiper encore une fois un retournement, alors que c'est un super marché bullish. Et rappelez-vous, hein, moi, récemment, regardez, le marché pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, qui fait du surplace. On a eu un marché qui a consolidé. Est-ce que ça vaut le coup d'anticiper un timing alors qu'on n'a rien? Non. Attendre que le marché nous donne des niveaux. Pour l'instant, on n'a rien. Donc on a une consolidation, on progresse. Donc attendre au moins la cassure des 1500, attendre un retournement pour considérer le marché comme vendeur. Donc ça c'est pour le Dow Jones. J'ai envie d'analyser l'euro. Mais pardon, mais c'est bon, c'est pas grave. J'ai envie d'analyser l'euro-dollar et l'euro yen. Et le dollar yen. Rapidement. Et le gold. Le gold, c'est intéressant. Rapidement, hein, c'est juste pour se mouiller un peu. Non, mais tu veux les indicateurs aussi? Non, c'est pas une obligation. Donc l'euro-dollar, la weekly daily si possible. Voilà, donc l'euro-dollar, c'est super. Donc l'euro-dollar, on voit bien qu'on est dans un gros range, d'accord? Le marché qui corrige, mais on est dans un gros range en mensuel, sur une période longue. Donc effectivement, le marché peut glisser un petit peu, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Sur une base daily, on est, donc pour ceux qui ont assisté à la conférence de tout à l'heure, on est autour d'un point charnière. Si on casse, effectivement, le marché peut encore baisser. Et donc effectivement, moi, ça ne me dérange pas. Et ça, c'est horaire? Ça, c'est daily, pardon. D'accord, bon. Ok, donc hebdomadaire, donc on voit effectivement qu'on est autour de niveau charnière, on est autour de support, donc effectivement ça c'est problématique. Et on avait vu, donc pour ceux qui ont assisté à la conférence, les indicateurs techniques n'étaient pas très beaux, et par contre sur du daily, bah, la tendance elle s'est quand même retournée, et c'est ça ce qui me dérange un peu. Et donc, l'idée c'est quoi? Et ça c'est important, c'est que quand vous avez un marché qui n'est pas super beau, d'accord? N'allez pas sur ce marché, recherchez les marchés qui sont les plus intéressants, les plus clairs, les plus lisibles.
D'accord? Et en ce qui concerne les marchés les plus lisibles ces derniers temps, c'était les parités contre-yen, l'euro-yen, le dollar-yen. D'accord? Ils étaient magnifiques. Et donc, j'aimerais bien avoir le dollar-yen ou le gold. Au choix. Voilà, juste, voilà. Et le gold, on va faire un petit truc. Donc, le gold. Bon, le gold, je peux donner mon avis rapidement pour ceux qui ont assisté pour ne pas faire trop long. Le gold, on a vu qu'on était sur un niveau super intéressant, mais que sur une base jour, le marché était baissier. Et donc, encore une fois, vous voyez, là, on est vraiment à un point charnière. Le gold est baissier. Les indices sont haussiers. D'accord? Et donc là, si par exemple, on a une divergence qui se valide sur le gold à la hausse, c'est clair que ça va avoir un impact sur les indices. On aura effectivement poussé à la baisse. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc le gold, il est toujours baissier. Donc, première chose pour shorter les indices, c'est au moins d'avoir déjà ce dont je vous avais parlé, des indicateurs qui se retournent, on casse des niveaux, etc. Ça ne suffit pas. Et avoir également peut-être un relais de la part du gold. Pour l'instant, le gold, il est baissier. Donc effectivement, ça donne également une information. Okay, et voilà. Et sur l'euro-yen, etc., le dollar-yen, j'en avais parlé tout à l'heure, donc rapidement, on est toujours dans une tendance haussière. Les marchés ont fortement poussé. Donc encore une fois, on va probablement avoir une consolidation dans les jours qui viennent, ce qui est tout à fait normal. Donc l'idée, c'est est-ce que le marché va se retourner? Pour l'instant, on n'y est pas. D'accord? Donc on est toujours à rechercher des points bas dans un marché haussier. Mais si on casse ces niveaux charnières, on aura le temps de le voir. Et il n'y a pas urgence. Pour l'instant, il n'y a pas de feu. On aura tout. Effectivement, tout va se mettre en place. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Effectivement, si on casse ces niveaux charnières, il ne faut pas, comment dirais-je, éliminer le scénario de vente, même si on a des divergences majeures en vente slip. Sur le dollar-yen, pour ceux qui ont assisté ce matin à la conférence, cet après-midi à la conférence, on a des divergences majeures sur une base mensuelle. D'accord? Et ça, c'est quand même un signal extrêmement puissant sur le dollar-yen. Et sachant qu'on avait beaucoup baissé et qu'il y a un gros potentiel. Ça, c'est un marché qui, à mon sens, est intéressant à trader. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui bouge. Il faut éviter effectivement les marchés. Moi, je suis désolé, je sais qu'il y a des spécialistes du CAC 40, mais il faut éviter effectivement les marchés qui font du surplace, qui ne sont pas beaux, etc. Mais je respecte parce que chacun a sa spécialité. Par contre, je privilégie les marchés les plus intéressants, visuellement, techniquement, etc. Les marchés les plus difficiles sont souvent les marchés, effectivement, où il est difficile de réaliser les trucs. J'avais préparé un petit slide sur l'or. J'ai assisté à la conférence de l'or ce matin. Et je suis pas tout d'accord sur le timing de qui était journaliste. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, l'année dernière, on a fait un petit match avec Mustapha au sein de salon. Mustapha nous a annoncé une hausse d'or de $15 000 très rapidement. Un an plus tard, enfin, c'est là où je me suis désolidarisé complètement de son caractère plutôt, de son avis haussier. Et pour moi, on rentrait dans une phase de consolidation très longue sur l'or. Et je crois que 2013 ne sera pas encore l'année de l'or. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Comme j'avais dit que 2012, l'année dernière, ce n'était pas l'année. Ça, c'est l'once d'or en dollars. On analysera rapidement l'once d'or en euros tout à l'heure. Parce que Serge ce matin, vous n'aviez pas. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans, les cours de l'or ont été multipliés par 10. C'est-à-dire que l'or price, au jour d'aujourd'hui, va alors quasiment une explosion de la zone euro. Donc on comprend pourquoi, depuis un an, il y a un ralentissement phénoménal de la hausse de l'or. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas pousser la mine dans les orties. Alors, on est rentré dans une phase qui est un peu identique. Vous voyez, en 2008, on a eu une accélération haussière très forte. C'est ce que j'appelle l'élasticité des marchés. Un élastique qui se tend très fortement. Et derrière, on a eu une correction brutale qui est revenue sur un de mes indicateurs, qui est cette bande bleue en 2009. Et là, on a eu une année de correction baissière. Le marché, la hausse s'est réactivée avec les problèmes, bien sûr, qui sont repartis de plus belle. Et on a eu exactement la même élasticité haussière fin 2011, début 2012. Et derrière,
on a entamé de nouveau une correction. Et pour moi, finalement, cette phase de correction qui est tout à fait logique dans un mouvement de hausse, n'a pas terminé sa consolidation. On est plutôt en consolidation horizontale à l'heure actuelle. Et moi, je pense qu'on pourrait faire tout comme en 2009, à un moment donné, avant de repartir peut-être plus franchement, on pourrait faire un retour dans la bande bleue. Ça serait même plutôt sain pour espérer monter beaucoup plus haut par la suite. Donc je pense que ça va durer encore longtemps, non pas par rapport à ce graphique, mais par rapport au suivant, sur l'or exprimé en euros, et vous allez comprendre tout à fait. Et Tabi, c'est pour faire honneur à Tabi, il y a une espèce de divergence long terme sur l'or qui s'exprime depuis 2011, qui là, potentiellement, et on voit bien les dégâts, qui pourraient être un peu massacrantes sur l'or exprimé en euros, et qui pourrait justifier vraiment un retour dans la bande bleue. Et vous voyez en fait que la forte hausse de l'or, qui était cadencée par ma bande rouge et qui était au-dessus des bandes de Bollinger mensuelles, là on est en train de casser la bande rouge, de rentrer dans les bandes de Bollinger, avec une situation de divergence baissière très nette, ce qui indique vraiment un coup d'arrêt, mais alors très très fort du mouvement haussier, et on va rentrer à mon avis dans une consolidation au mieux latérale pendant encore 1 an, voire peut-être 2 ans, et au pire, on pourrait perdre entre 10 et 15% sur le marché de l'or. Donc je suis totalement en déphasé par rapport au timing de mes confrères de ce matin. Déjà, Mustapha, l'année dernière, il nous annonçait 15 000, cette année, c'est plus que 5 000, donc il est en train un petit peu de marcher à repose-poil, et vous verrez l'année prochaine, ce sera 2 000. Donc j'ai perdu un ami parce qu'il a dit que ceux qui pensaient que l'or allait baisser, c'était plus son ami. Donc bon, j'ai perdu un ami, j'en suis désolé. Voilà ce que je voulais dire sur l'or. Donc pareil, pour moi l'or est plombé, il vaut mieux acheter du plomb. Et pareil que l'année dernière, si vous pensez que l'or va monter, achetez de l'argent. Et là je suis en phase avec, je ne sais plus qui se disait ce matin, c'était M. Colleux. Ouais. Merci à Stéphane de m'avoir fait honneur, c'est super sympa. Non mais rapidement, c'est vrai que mais par contre, je vais être un petit peu en porte-à-faux, mais bon, c'est pas méchant. C'est que effectivement, on a une divergence. Le stochastique est tout de même sur un point bas. Tout à l'heure, pour ceux, et je vais, encore une fois, c'est une bonne analyse, mais je vais juste donner mon avis et point. Vous avez vu, pour ceux qui ont assisté à la conférence, le RSI était sur la zone de neutralité sur une base mensuelle. Sur une base daily, il est baissier. Donc, je suis baissé sur l'or à court terme. On est quand même sur des niveaux charnières. On n'a pas encore de signal acheteur. Je ne suis pas... Alors, pour ceux qui ont assisté à la conférence, alors c'est il y a longtemps, hein, en 2010. Je ne sais pas si vous aviez assisté, mais effectivement, je parlais de l'or et je disais, donc il y a une vidéo qui circule sur YouTube, etc. C'est assez intéressant. Et je disais que pour moi, l'or, j'étais très mitigé. Donc effectivement, je n'ai jamais cru que l'or allait monter sur les 5 000 ou les 15 000. On est d'accord. Et effectivement, moi, je ne partageais pas ce point de vue. Autre chose, j'étais haussier sur les indices en 2010. J'étais très haussier. Et effectivement, pourquoi? Parce que tous les indicateurs étaient au vert. J'en ai amplement parlé tout à l'heure. Par contre, sur le gold, je suis vraiment, et c'est là où je suis un peu mitigé. C'est-à-dire, je me dis, ok, il y a la divergence, mais le RSI, on est sur la zone de neutralité, le stochastique, on est sur un point bas. Vous voyez cette grosse bougie, on est dans cette zone de conso, donc on n'a pas de signal acheteur, mais on est quand même sur des points bas. Donc, pour véritablement vendre le gold, c'est les 1200. D'accord? 1200, ça nous donne le signal vendeur. Et là, je suis avec Stéphane. Pour l'instant, je suis en stand-by. Voilà. Oui, juste pour. Je ne suis pas forcément vendeur sur l'or. Je pense qu'on reste dans une tendance haussière, c'est clair, mais elle ne va pas se réactiver immédiatement. C'est-à-dire qu'au mieux, on va rester exprimé en dollars entre 1500 et 1800. Je pense que c'est le mieux à espérer cette année, c'est 1700, 1800. Mais je n'exclus vraiment pas qu'on ait un petit trou d'air à un moment donné, et ça serait peut-être même intéressant, ça éjecterait un certain nombre d'intervenants sur le marché, et les smart investisseurs reviendraient acheter de façon cannibalesque, entre guillemets, l'or vers 1400 $. Donc si vraiment on a un trou d'air, vous inquiétez pas trop, je pense qu'il faudra ramasser à 1400. On a encore 5 minutes, on va aller jusqu'à 17h35, mais je vais me faire taper sur les doigts par ma pelle. Qu'est-ce que je veux dire? Alors,
on va passer un petit peu à quelques questions, donc pas trop de questions, mais courtes, et vous précisez quoi et à qui vous posez votre question. Alors, qui veut poser une question? Personne, c'est bien. Bon, le monsieur. Alors, j'arrive avec le micro. À qui, quoi, debout, comme les élèves à Dauphine. Aujourd'hui, les politiques des banques centrales font que les marchés montent, un peu qu'une partie des liquidités va vers la spéculation. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que l'or baisse malgré tout, alors qu'il doit remonter vis-à-vis de ces liquidités. Mais quid si demain, effectivement, les marchés anticipent effectivement la fin des politiques accommodantes et relèvent des taux, je ne comprends plus avec l'or à ce moment-là. Ce qui va monter, ce qui va baisser. À qui? La solidité. En fait, on s'est rendu compte que, imaginons qu'ils arrêtent des injections de liquidités, qu'il y a un petit trou d'air sur les marchés. Quand il y a un trou d'air sur les marchés, que ce soit européen, américain, tout baisse de façon non sélective dans un premier temps. C'est-à-dire que même l'or va baisser, parce qu'il y aura une panique, les gens vont vendre sans regarder ce qui est plutôt haussier, plutôt à garder, tout ça. Et donc l'or subira également certainement un petit trou d'air. Mais si on se rend compte que c'est vraiment très dramatique, que cette baisse vraiment crée des problèmes derrière politiques très forts et une instabilité géopolitique, il est effectivement vrai que l'or reprendra un rôle de refuge. Et là, effectivement, on remontera certainement sur les plus hauts, même peut-être plus haut. Voilà. Mais quels que soient les scénarios, moi je pense que l'or est plombé dans l'année qui vient. Question, monsieur. Bon, en fait, vu que Stéphane a répondu, donc je vais m'adresser à Tammy. J'ai remarqué, en fait, par exemple, vous disiez tout à l'heure, sur les indices américains, on est sur des sommets, sur des points hauts. Et sur le 4, on n'arrive même pas à passer les 4000. C'est-à-dire qu'il y a une différence. On est sur des points hauts. Je sais que vous n'aimez pas ces genres de questions. Vous aimez bien dire qu'il faut juste observer ce qui se passe et réagir. Donc voilà, je veux savoir, mais pourquoi cette différence? On est sur des sommets et là, on n'arrive même pas à atteindre les 4000. Merci. J'aime bien ces questions, j'aime toutes les questions, donc ne vous gênez surtout pas. Alors, pourquoi on n'arrive pas... Alors, on parle effectivement, on a parlé de trading, de psychologie, etc. Il y a également les fondamentaux. Il ne faut pas les oublier. C'est-à-dire, ok, il y a des liquidités, ok, il y a de la psychologie, ok, les Américains sont beaucoup plus punchy, ils y vont, etc. Ça, c'est très bien. Mais derrière les fondamentaux, et moi, je sais pas, idem, dans la même conférence en 2010, moi je disais que les États-Unis avaient une capacité de reprise bien plus importante, économie beaucoup plus flexible, beaucoup plus innovante. En termes de recherche et développement, ils ont des investissements beaucoup plus conséquents. Ils attirent encore même si ils sont en situation de crise, les innovations majeures, ça reste eux. Hein. Apple, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, effectivement, c'est une action qui baisse, etc. Mais regardez cette révolution, Facebook, etc. Il y a pas mal de choses qui viennent des États-Unis, la Silicon Valley, etc. Ça reste une région extrêmement dynamique. Et on voit bien que ils ont tout de même mis en place des politiques dynamiques, agressives, que ce soit sur le plan de la politique monétaire, mais également le monde de l'entreprise. Et quand on compare la France aux États-Unis, on s'aperçoit qu'en France, c'est tout l'inverse, malheureusement. C'est lent, sur le plan de l'innovation, on prend du retard, sur le plan des investissements, on n'y est pas, sur le plan des liquidités, sur le plan de l'entreprise, aujourd'hui en plus, on parle beaucoup de la taxation, etc. On voit bien que tout ça, ça freine, et ça se voit dans le graphe. Et l'Allemagne, par contre, est beaucoup plus... Le DAX est beaucoup plus haussier. C'est l'économie allemande. Une question? Oui, mais trop loin. Oui, je crois qu'il y a 3 piliers. Il y a l'or, les actions, les obligations. Personne n'a parlé des obligations. Est-ce que peut-être M. Cusack, je ne sais pas, le Solitaire pourrait nous situer par rapport à ces vases communicants? Je ne suis pas du tout un spécialiste des obliges, hein. Mais comme ils me disent, vas-y, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Donc quand c'est la galère, c'est pour moi. C'est le plus ancien sur le marché qui va. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? L'argent ne veut pas aller aujourd'hui sur les obligations, on est bien d'accord, ça va sur les actions, aux États-Unis, c'est tout. Donc tant que les taux seront aussi bas, les obligations n'ont aucun intérêt. Aujourd'hui, on s'inquiète pour placer son argent, c'est-à-dire même pour ouvrir
notre argent dans les banques n'est plus sécurisé. Vous avez vu, avec les chiffres, on a ouvert la porte au fait que même les 100 000 le premier euro ne sont pas sécurisés. Alors on cherche à prêter de l'argent à des mains fortes. Bon voilà, donc qu'est-ce que... Oui, c'est normal, les taux sont au plus bas. Donc si à un moment donné les taux remontent, elles baisseront. Alors votre question c'est quoi? Est-ce qu'on est au bord d'un krach obligataire? Quel va être le mouvement par rapport à la stratégie que vous avez évoquée? Alors je suis même... Si vous voulez jouer les obliges, bien sûr qu'il y a des acheteurs, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Louis, le Bund vient de faire un gap sur les Bunds futurs, ça vient de faire un gap à la hausse, il explose tout à l'occasion de la crise de Chypre. Donc pour l'instant, c'est haussier, retournement, il y a des points, effectivement, quand il n'y a pas le graphique, c'est difficile comme ça à l'aveugle de vous donner les points, mais il y a un gap à la hausse qui vient de casser la résistance, donc a priori, il passe au-dessus de la résistance sur un gap. Très fort signal, achat. Je parle du Bund, c'est-à-dire le Bund, c'est le Bund futur, c'est-à-dire ce sont les obligues. Donc les obligues achat, ça veut dire quand les obligues montent, les taux baissent. C'est très simple, hein. Bon, c'est classique. Nous chez Mescart, on spécialise des taux, donc c'est un truc classique. Bon, dès lors que vous avez compris ça, là les gens achètent du papier, ce qui fait baisser les taux, forcément, et donc achètent, alors sur le